Je vais vous parler d'un sujet qui malheureusement n'est pas un sujet très agréable parce que les récifs coralliens subissent actuellement un certain nombre de difficultés qui fait que on a des régressions à certains endroits. On a du mal à mesurer d'ailleurs la vitesse de régression de ces récifs coralliens, mais on a quand même un certain nombre d'indications qui, plus on a d'informations qui arrivent, plus semblent graves et nettement plus graves que ce qu'on imaginait encore il y a très peu de temps. Alors là, cette conférence elle retrace finalement une exposition que l'on avait montée à la Colonne de la Porte Dorée à l'occasion de la COP 21. Donc la France a accueilli donc cette conférence onusienne sur les problématiques de changement climatique et un certain nombre de gens qui se sont regroupés dans ce qu'on a appelé la plateforme Océan et Climat ont milité pour qu'il y ait une prise en compte de l'océan dans ces discussions climatiques, sachant que bien entendu l'océan est le régulateur thermique de la planète. C'est-à-dire qu'on a une redistribution de la chaleur qui est captée au niveau équatorial et par des courants marins, c'est redistribué vers les pôles. Enfin, il y a une circulation océanique extrêmement importante et il est évident que l'océan a un rôle absolument majeur par rapport au climat. Or, c'était jamais pris en compte. Nous nous sommes battus, mais le mot est faible, pour que le mot océan soit mis dans le préambule de la déclaration de la COP 21. Alors vous imaginez quand même, c'est un peu mesquin se battre pour que le mot océan, eh bien jusqu'à la veille de la déclaration, c'était pas acquis. Il y a eu des allers-retours, ça y était, puis ça disparaissait, puis ça revenait au gré de discussions en commission, et il y avait un pays qui pensait que peut-être c'était pas nécessaire. Très honnêtement, on le doit beaucoup, le fait que Océan soit apparu, on le doit beaucoup à Laurent Fabius, qui tout à fait cru à cette problématique et a beaucoup milité pour que, effectivement, le mot océan soit impliqué. Alors maintenant, ça y est, c'est lancé, ça y est. On a eu la COP 22, Océan était présent, une journée spécifique. COP 23, c'est en route, journée spécifique. Il vient d'avoir des réunions importantes dans le cadre du développement durable à New York, une journée spécifique Océan. Enfin, ça y est, la problématique est prise en compte. Et vous avez dû entendre parler du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, à qui il a été demandé, ça y est, c'est une décision onusienne, de faire un rapport spécifique sur océan et cryosphère. Le cryosphère, c'est tout ce qui est glacé, donc évidemment les pôles, mais également un certain nombre de glaciers. Et c'est vrai que tout ce qui est glacé joue un rôle important dans la régulation climatique. Alors évidemment, comme je vais vous parler des récifs coralliens, je ne parle pas de ce qui se passe au pôle, à moins qu'après la conférence, il y ait des questions qui obligent à évoquer ce sujet. Mais ceci pour replacer la problématique, vous voyez, au niveau international, les récifs coralliens, l'océan n'ont pas été pris en compte suffisamment et on découvre, ou on annonce en tout cas, j'allais dire au grand public, un peu tardivement, qu'il y a des problèmes et que ces problèmes s'amplifient. Alors, depuis qu'on avait monté cette exposition, il y a eu du nouveau évidemment, puisque je vous dis, elle est datée de la COP 21, et le nouveau, vous en avez largement entendu parler au niveau des médias, c'est ce qui se passe sur la Grande Barrière de Corail. Alors pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement de la Grande Barrière de Corail? Bon, d'une part parce que c'est quand même, il y a 2300 km de récifs coralliens, c'est quand même pas anodin. Et puis d'autre part, l'Australie a les moyens d'investigation. Parce qu'il y a des îles où il y a des problèmes similaires, bien entendu, mais où il n'y a pas d'équipe de recherche qui peuvent constater ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que le focus est plus mis sur la Grande Barrière de Corail, et donc vous avez sans doute entendu parler des épisodes El Niño qui entraînent une élévation de la température de l'eau, et cette élévation de température de l'eau, là je vais vous donner quelques indications sur ce que ça peut impliquer, notamment sur l'arrêt d'une association entre des microalgues et les coraux, et on va en voir les conséquences. Alors, l'état des lieux, effectivement, les coraux sont présents sur simplement 0,2% de la surface des océans. C'est pas grand-chose, mais
ça abrite plus de 30% de la biodiversité actuellement décrite. Alors là, j'insiste sur actuellement décrite, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça veut dire que dans l'état actuel de nos connaissances, c'est 30% de la biodiversité marine. Donc c'est considérable sur une surface évidemment qui au niveau océan est quand même infinitésimale. Alors, vous voyez que 500 millions d'habitants humains dépendent de ces récifs coralliens. Donc, dans une conférence Société et Sciences, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre de sujet, puisque vraiment l'humain est au cœur des préoccupations. Et alors, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites pour essayer de donner une valeur économique aux récifs coralliens, en se disant, de toutes les manières, il y a un certain nombre de décideurs qui ne s'impliqueront que si on leur démontre que ça a une valeur économique et que la destruction des récifs coralliens va entraîner l'obligation de mettre en place des choses qui ont des coûts. Et si ces coûts sont importants, ben peut-être qu'on envisagera des mesures de prévention plutôt que d'y revenir a posteriori. Et donc, quand on a fait cette exposition, c'était valorisé à 30 milliards d'euros par an. Bien. Sauf que vous avez un papier très récent sur simplement la Grande Barrière de Corail. C'était une étude qui a été commandée au cabinet Deloitte, donc je cite les sources, pas des gens qui, j'allais dire, sont des amateurs dans le domaine économique, et ils arrivent à un chiffre de 37 milliards par an uniquement pour la Grande Barrière de Corail d'Australie, qui ne représente que 20% des récifs coralliens mondiaux. Donc notre chiffre de 30 milliards, vous voyez qu'il était très largement sous-estimé. Alors ça se comprend parce que ce sont des études qui sont faites ponctuellement à certains endroits où on sait un certain nombre de choses, où on arrive à donner une valeur, et puis ensuite on extrapole, c'est-à-dire on se dit voilà, on a une valeur sur tant de milliers d'hectares, sachant que les récifs coralliens au monde ça représente tant, on fait la multiplication. Bon, en réalité ça ne marche pas comme ça. Mais donc une indication là sur simplement la Grande Barrière de Corail, avec la moitié des 37 milliards qui sont dus simplement au tourisme. Et c'est 64 000 emplois directs au niveau touristique sur la Grande Barrière de Corail. Donc vous voyez, c'est des chiffres, c'est pas anodin au niveau sociétal. Et puis là, vous avez une démonstration du fait que l'état de nos connaissances évolue perpétuellement, heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas besoin de faire de la recherche, et que donc il faut suivre l'actualité, et on se rend compte que les choses évoluent. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à peu près valable dans l'état actuel de nos connaissances maintenant, mais la même conférence dans 20 ans, à mon avis, ça serait très surprenant. Il n'y aura pas grand-chose de valable par rapport à ce que je vous dis maintenant. Bon, un problème évidemment, c'est qu'on essaye de suivre l'état des récifs coralliens. Bon, on a du mal à le faire à l'échelle mondiale évidemment, mais enfin bon, quand même un peu un survol. Donc on sait qu'il y a de l'ordre de 20% de ces récifs coralliens pour lesquels c'est terminé. Il y avait des récifs coralliens, il n'y en a plus sur 20% des zones considérées. C'est quand même pas négligeable. Et puis derrière, on en a 25% qui sont en grand danger. Ça veut dire que si les choses continuent comme ça se passe à l'heure actuelle, dans une quinzaine d'années, ces 25% n'existeront plus non plus. Bon. Et puis, on a encore 25% qui, eux, sont menacés, mais des menaces quand même moins fortes. Donc, là encore, si rien n'est fait, malheureusement, en 2050, ils auront disparu. Alors, quand vous faites le total, vous dites, il ne reste pas grand-chose. Si vous reprenez les valeurs économiques que j'évoquais ou l'impact sur les sociétés humaines, vous dites, c'est quand même un problème qui n'est pas anodin et qu'il est important de prendre en compte. Donc, il va falloir faire des choses. Et faire des choses, malheureusement, ça a un coût et il faut arriver à convaincre les décideurs qui ont les leviers économiques qu'il y a des choses à faire et qui sont de deux ordres. Et dans notre jargon, on parle d'atténuation d'une part pour essayer de minimiser les problèmes que subissent les récifs coralliens, et d'adaptation, c'est effectivement de mettre en place un certain nombre de choses qui permettent aux populations humaines de s'adapter à ces modifications.
Donc c'est les deux leviers sur lesquels on est amené à travailler. Bon, alors cette exposition, juste pour saluer, j'allais dire, les gens qui ont participé, c'est de vous dire que ça a été organisé par le laboratoire d'excellence Corail. Alors qu'est-ce que c'est qu'un LABEX, hein? C'est un grand mot, bon, il est déjà démodé, hein, je ne vous le cache pas, ça a encore changé, mais enfin, un LABEX, c'est quelque chose qui est mis en place par l'État en disant, si vous vous regroupez, vous aurez des moyens. Et donc, c'est tout à fait incitatif, effectivement. Et donc, le LABEX Corail représente de l'ordre de 80% des chercheurs français qui sont impliqués sur les récifs coralliens. Alors, quand on a voulu monter cette exposition, bien entendu, le partenaire, c'est tout à fait naturel, c'était le LABEX. Et donc, on a travaillé avec les chercheurs en disant quels sont les problèmes qu'il faut traiter, combien de place on alloue à chacun des problèmes, et quels chercheurs on va solliciter pour rédiger les textes correspondant à un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé, ça nous a permis de travailler. Donc vous voyez un peu quels sont les partenaires. Et alors, la chance de la France, c'est d'être présent dans tous les océans où il y a des récifs coralliens. C'est un des seuls pays au monde hein, qui ait cette opportunité. Et donc, on a des centres de recherche. Alors malheureusement, pas aussi importants qu'on pourrait le souhaiter, mais néanmoins ils existent et ils produisent beaucoup. Hein. Dans les congrès internationaux, la France est quand même très bien placée au niveau de la recherche sur les récifs coralliens, donc c'est une très bonne chose de ce point de vue-là. Alors, les récifs coralliens, c'est le fait qu'il y a des coraux qui poussent et qui vont édifier quelque chose. Alors on a ce qu'on appelle les charpentiers, c'est-à-dire les coraux eux-mêmes. Donc vous avez effectivement des polypes, on en reparlera un petit peu plus tard, qui sont des animaux individuels absolument minuscules, éventuellement même pas visibles à l'œil nu, puis certains qui sont quand même plus visibles, ça dépend des espèces. Et puis ces milliards de polypes sécrètent un squelette calcaire en commun. Et donc cette accumulation de carbonate de calcium fait qu'on va avoir quelque chose de dur qui va subsister. Alors les coraux évidemment meurent, hein, les polypes meurent, le squelette reste et d'autres polypes se développent au-dessus. Donc on a en réalité une accumulation comme ça progressive et comme je l'expliquerai tout à l'heure, puisqu'il y a une association avec des microalgues, il y a absolument besoin de lumière, tout ceci, ça a tendance à pousser vers le haut, vers la lumière. Donc, on a des phénomènes qui font qu'on a croissance latérale et croissance vers la surface, sachant que la limite, évidemment, c'est l'exondation. Hein, donc, ça ne peut pas pousser au-delà de la surface de la mer, mais bon, on a un développement. Donc, on a une accumulation de carbonate de calcium, hein, qui sont la trace, hein, les squelettes des polypes qui ont vécu un certain temps. Et donc, on a normalement une expansion continue du récif corallien s'il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes. Bon. Donc ça, c'est les charpentiers. Bon, on vous montre quelques exemples, effectivement, de coraux bien constructeurs. Et puis, vous voyez qu'il y a des interstices entre ces systèmes qui sont assez massifs. Hein. Alors, le Porites que vous voyez là, lui, bon, il est effectivement tout à fait massif. Par contre, donc voilà pour le Porites, hein, vous voyez, c'est vraiment une grosse boule. Ça fait quand même de l'ordre, bon, je vois avec la taille du poisson ici, c'est de l'ordre du mètre de diamètre, hein, pour vous donner une indication. On a des Porites, des boules beaucoup plus grandes. Hein. Et puis là, vous voyez le Poecilopora, vous avez des branches, et puis à l'intérieur, entre les branches, il y a des creux. Et donc vous avez des remplisseurs, notamment quand ces systèmes où les polypes sont morts, vous avez donc des remplisseurs qui sont de divers ordres, avec notamment des algues calcaires. Et donc le calcaire qui aura été accumulé par les algues calcaires va donner du sable très très fin qui va parfaitement colmater les interstices et donc donner quelque chose qui va être vraiment solide. Bon, on a aussi les oursins qui sont brouteurs de surface dont les déjections très très fines forment un sable fin qui va effectivement remplir. Et puis vous allez avoir toutes les coquilles, là on a mis un cône, mais toutes les coquilles qui vont se briser, donner là encore du carbonate de calcium qui s'accumule. Alors, on a effectivement au niveau des atolls quelque chose qui est
assez intéressant. Il faut essayer de voir dans le temps comment les choses évoluent. Donc, normalement, quand vous avez une île entourée de coraux, c'est une île volcanique. Il n'y a pas des coraux qui poussent comme ça, il faut qu'il y ait un support. Et donc, on a le schéma, j'allais dire, dans le temps, c'est une éruption volcanique, une nouvelle île qui apparaît, des larves de coraux qui étaient entraînées par les courants qui arrivent autour de l'île une fois que, évidemment, la température est favorable à l'installation de la vie. Hein. Ce n'est pas au moment de l'éruption, évidemment, c'est au bout d'un certain temps. Mais... Donc vous allez avoir des coraux qui vont commencer à se développer autour de l'île. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas dans des systèmes figés. Hein. Quand on a eu cette éruption volcanique, eh bien, le poids de l'île fait que, comme la croûte terrestre est quand même un peu plastique, bon, ne rêvez pas, ça ne va pas s'enfoncer, mais un peu plastique quand même, le poids de l'île fait que, progressivement, ça va s'affaisser. Donc, on va avoir les coraux qui étaient à la périphérie de l'île, qui vont être une trace de ce qu'était la périphérie de l'île, alors que le pain de sucre, il est en train de s'enfoncer progressivement. Puis il s'enfonce à tel point qu'il n'y a plus donc de système volcanique visible, ne reste que cet anneau de récifs coralliens qui représente ce qu'était la périphérie de l'île initialement. Alors là, vous avez une coupe de l'île de l'atoll de Mururoa, hein, où il ne subsiste plus du tout de roches volcaniques, mais vous voyez qu'il y a eu un empilement avec des roches volcaniques sous-marines, des roches volcaniques aériennes, les coraux, et puis tout ça, ça s'est enfoncé, et donc il ne reste plus en périphérie, effectivement, que ce qui fait l'atoll. Alors, dans l'érosion, j'ai évoqué tout à l'heure les constructeurs et les remplisseurs, il y a aussi de l'érosion. Alors, dans l'érosion, il y a notamment les poissons perroquets, qui sont des brouteurs extraordinaires et qui raclent la surface pour consommer les polypes et les microalgues qui sont dans les polypes, et non pas pour consommer évidemment le calcaire qui n'a pas de valeur alimentaire, mais en broutant comme ça, ils ingèrent quand même du calcaire qui évidemment va être excrété sous forme de sable très fin qui va contribuer aussi au remplissage. Mais là, on va avoir vraiment une érosion, hein, en grattant comme ça, effectivement, ça fait en sorte qu'il y a une diminution à certains endroits du carbonate de calcium qui était présent. Et puis alors, on a un certain nombre de mollusques perforeurs, comme les pholades, hein, qu'on a sur nos côtes, qui vont fragiliser donc le carbonate de calcium, ce qui fait que plus ça sera fragilisé, moins ça pourra résister à un autre phénomène qui est l'érosion mécanique, qui effectivement, vous connaissez bien ici la force de la houle, hein, et quand il y a des tempêtes, on sait très bien qu'il y a des problèmes. La régression du trait de côte, par chez nous, on est malheureusement un bon exemple, et on a la même chose évidemment, éventuellement multipliée, parce que là on a des îles très basses, et donc quand il y a des cyclones importants, ça va entraîner des problèmes majeurs, sachant que pour les coraux, l'incidence des cyclones se fait sentir jusqu'à 20 mètres de profondeur. Hein. On a et après un bon cyclone, on voit des patates de corail qui sont brisées jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu, je vous ai évoqué des mots, hein, le mot polype, le mot algue, bon, voilà. Alors, si on regarde presque à l'œil nu une colonie, on voit, alors c'est indiqué, c'est composé de milliers de polypes. Donc si on fait un grossissement, on va voir un peu mieux les polypes, on prend une seule branche, au lieu de là on a l'ensemble des branches, on voit une branche, et on agrandit encore, et on voit, ça y est, on voit le polype. Alors le polype, ça se présente un peu comme une hydre. Hein. Et donc on va avoir un système, là on l'a en coupe, hein. Alors là vous voyez ici le squelette donc de carbonate de calcium qui est sécrété par le polype, et je vous dis il y a des milliards de polypes qui sont les uns à côté des autres, donc tout ça, ça va être une construction calcaire
par l'ensemble donc des polypes. Et donc c'est un sac, simplement. Vous avez une bouche, vous avez une cavité digestive, vous avez donc ce que vous voyez ici, des bras qu'on appelle des tentacules. Alors ces tentacules contiennent deux sortes d'organismes intéressants pour nous. D'une part, ce qu'on appelle les cnidocytes, ce sont des cellules urticantes qui, quand elles sont frôlées mécaniquement par une proie potentielle, du plancton, eh bien, la cellule va se dévaginer comme un doigt de gant et éjecter, donc ça fait un harpon avec un poison qui est assez violent, qui va paralyser la proie, qui par les tentacules va être ramenée à la bouche et va être digérée. Mais vous voyez ces points verts, eh bien ça correspond à ce qu'on appelle des zooxanthelles, ce sont des dinoflagellés, donc c'est à la limite des algues, qui vont être hébergés par les polypes et qui vont contribuer à une très très grande part de la nutrition. Vous en parlez très largement parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental et assez unique et qui explique les problèmes que subissent les récifs coralliens à l'heure actuelle. Bon. Donc on arrive à cette notion de photosymbiose marine, donc symbiose, donc vie avec. On va avoir donc, on refait ces grossissements par d'une colonie, on a juste un bras, on voit le polype, et puis il y a des petites choses dans le polype que vous voyez là, et encore un plus fort grossissement, et bien vous voyez les dinoflagellés. Quand on les voit en microscopie électronique, ben voilà ce que sont donc ces dinoflagellés, qui sont des microalgues, qui vont photosynthétiser et qui vont n'utiliser que de l'ordre de 20% de ce qu'elles ont photosynthétisé pour leur propre métabolisme, ce qui veut dire qu'il y a 80% de ce qui est photosynthétisé qui est disponible pour le corail, et ce sont des sucres principalement, bon, il y a des acides aminés, mais enfin surtout des sucres, qui sont diffusés directement dans les tissus du corail, ce qui fait qu'il n'y a même pas besoin de système digestif. Donc c'est vraiment un système très très efficace pour la survie des coraux. Donc vous voyez là plusieurs polypes les uns à côté des autres, et ce squelette calcaire commun à l'ensemble. Bon. Donc vous voyez les dinoflagellés. Alors, pour vous donner quand même un ordre de grandeur, ça peut être de l'ordre de 30 millions de dinoflagellés par centimètre cube de chair. Vous voyez, c'est quand même colossal. Alors ça vous dit d'une part que les dinoflagellés en question sont de très petite taille, mais sont très très nombreux et vont être très très productifs et vont permettre donc à ces coraux de se développer dans des endroits où on est dans des presque déserts, je dirais, planctoniques, parce que vous avez vu un certain nombre d'images sous-marines. En plus, on est à l'occasion du festival d'images sous-marines à Trébernin, là, mais vous avez vu des images où on a des visibilités dans l'eau qui permettent d'avoir de très belles images. On a parfois des visibilités de 30 à 50 mètres, bon, ce qui est peu imaginable dans des zones où il y a du plancton. Simplement l'abondance de plancton fait qu'on n'aura pas cette visibilité. Elle est plongée, j'allais dire, dans une claire amarenne, vous n'allez pas voir grand-chose, mais les huîtres vont pouvoir filtrer et auront de quoi se nourrir. Bon. Là, on est dans des eaux qui sont tellement pauvres en plancton que bien que ces coraux soient équipés de cellules, ben voilà, on a un cnidocyste ici, soient équipés de cellules qui vont permettre de capturer le plancton, ben il y a tellement peu de plancton en réalité que ça ne permettrait pas la survie des coraux qui n'auraient pas assez d'énergie apportée par la nourriture. Donc c'est vraiment cette association entre les zooxanthelles et les coraux qui permettent aux coraux donc de se développer. Bon, voilà une photo. Alors, vous avez microscopie électronique à balayage, donc vous les voyez, là, c'est des dinoflagellés, et puis microscopie électronique transmission, ben voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ce qui est important, c'est de dire qu'on a l'hôte et puis ce qui est avec, bon, ça constitue un symbiosome, c'est des mots qui commencent à arriver dans le vocabulaire presque courant. Alors, le problème est que s'il y a un stress, et alors ce stress peut être de différentes natures, mais notamment un stress dû à une élévation de température. Vous avez la température, les UV, vous avez la pollution. Vous allez avoir, là on a
par simplicité, dit expulsion donc de ces dinoflagellés. Alors, est-ce que c'est le corail qui expulse les dinoflagellés ou est-ce que c'est les dinoflagellés qui quittent le corail? Là, au niveau de la recherche, c'est pas parfaitement clair, mais de toutes les manières, il y a rupture de cette symbiose. Hein. Les oxantelles, donc ces dinoflagellés, ne sont plus présents dans les tissus des coraux, ce qui fait d'ailleurs que vous voyez du corail qui est blanc, alors qu'il y a toujours la pellicule vivante, hein, mais qui est une espèce de mésoglée transparente. Et en réalité, la très très belle coloration des coraux est due à ces algues qui vivent en symbiose. Et donc, quand il n'y a plus ces algues, eh bien, on voit par transparence, on voit le squelette calcaire, et donc le calcaire c'est blanc, donc on voit quelque chose qui est blanc, que vous voyez là. Et donc on parle du blanchissement des coraux, c'est un mot que vous avez sans doute largement vu dans les médias. Et s'il n'y a pas recolonisation par ces dinoflagellés, en de l'ordre de 3 semaines, les coraux vont mourir de faim. Hein, puisque je vous disais, la plus grande partie de la nutrition des coraux est due donc à ces dinoflagellés, ces oxantelles. Bah, s'il n'y a plus les oxantelles, il n'y a plus suffisamment d'apport nutritionnel. Il y a toujours ce qui est capturé hein, au niveau du plancton, mais il n'y a plus ce qui est amené par la photosynthèse. Et donc, bah, vous avez mortalité de ces coraux. Alors, on a la chance quand même qu'il y a un certain temps de récupération potentielle. Hein. Et donc, si le problème du stress ne dure pas trop longtemps, et on a eu des épisodes de température élevée qui, fort heureusement, n'ont pas duré trop longtemps, donc on a eu un début de blanchissement, mais qui n'a pas été trop loin, et on a eu une récupération si la température a baissé, et un certain nombre de récifs coralliens qui avaient commencé à blanchir ont récupéré fort heureusement. Donc, oh là, donc c'est pas obligatoirement irréversible. Bon, là, vous avez une indication de ce qui se passe, hein, donc avec ce Symbiodidium, donc la microalgue dont je parlais, qui abrite donc des chloroplastes hein, qui vont faire la photosynthèse, et vous allez avoir, suite à photosynthèse, hein, comme toujours, production, alors d'une part d'oxygène, et puis d'autre part, vous voyez des glucoses, des lipides, du glycérol qui vont être mis à disposition de la cellule hôte, sans système digestif, hein, j'insiste, là c'est directement, j'allais dire, du producteur au consommateur, hein, dans la cellule elle-même. Et puis alors, de l'autre côté, bah, la cellule hôte, elle va fournir un habitat hein, à cette algue qui sinon, bah, on ne sait pas trop où elle serait, fournir du carbone, là on l'a mis sous forme de bicarbonate, et puis fournir de l'azote, hein, sous forme d'ion ammonium, mais donc ce qui est nécessaire hein, en sels minéraux pour la photosynthèse. Donc vous voyez, ça marche bien dans les deux sens. Sachant que là, la source de carbone qui est indiquée ici, c'est du bicarbonate, mais bien entendu, puisque la cellule elle-même va respirer, elle va produire du dioxyde de carbone, qui va être utilisé également comme source de carbone. Alors là, vous avez une indication, c'est un petit peu de la coquetterie, je dirais, d'avoir ajouté cette diapo, parce que c'est un travail qui a été fait à l'Aquarium de la Porte Dorée, où, pour un thésard du Muséum d'Histoire Naturelle, on a fait jusqu'à un peu plus de 600 boutures de coraux, qu'on a mis à disposition, et donc maintenant on travaille avec des isotopes non radioactifs, hein, des isotopes stables de certains éléments. Donc là vous avez le rapport entre du carbone 13 et du carbone 12, hein, dans la nature normalement c'est du carbone 12, mais il y a un tout petit peu de carbone 13, donc si on arrive à l'isoler et qu'on le met à disposition, bah, on va pouvoir ensuite le visualiser, parce que vous avez ici l'échantillon a été préparé, passé en microscopie électronique, mais là il s'agit d'une nanoSIMS, couplée au microscope électronique, vous avez un spectro de masse qui permet donc de savoir exactement où vont chacun des éléments, et donc on retrouve hein, le carbone marqué ou l'azote, et là vous voyez par exemple que tout l'azote qu'on a fourni se retrouve
très rapidement, intégralement, dans les zooxanthelles, dans ces dinoflagellés. Là, vous avez du corail. Bon, ça a transité, évidemment, par les tissus coralliens, mais tout se retrouve dans la zooxanthelle extrêmement rapidement. Et on voit qu'il y a des produits de translocation, c'est-à-dire ce qui a été photosynthétisé dans les zooxanthelles va se retrouver à la périphérie, en zone de croissance des coraux. Donc on a vraiment là maintenant des outils qui sont assez extraordinaires et qui permettent de visualiser réellement cette photosynthèse et cette, je dirais, collaboration de symbiose. Donc, il y a des travaux qui ont été faits, là c'est un peu réactualisé par rapport à ce qu'avait fait Muscatine, mais pour montrer effectivement même des bilans énergétiques. Donc si vous considérez que vous avez 250 unités d'énergie qui sont produites par la photosynthèse, eh bien, vous voyez que les dinoflagellés, ils vont utiliser pour leur respiration et leur croissance de l'ordre de 50 unités. Ce qui veut dire qu'il y en a 200 qui sont disponibles pour la cellule corallienne. Et de ces 200, vous en avez une centaine qui vont être utilisés pour la respiration. 80 pour la production de mucus. Alors ça, c'est très important. Hein. Les coraux produisent du mucus qui va être une barrière de protection pour eux-mêmes, mais qui vont être évacués progressivement et qui vont pouvoir être une source de nutrition pour d'autres animaux. La calcification, hein, on disait que ça produit des squelettes calcaires qui s'accumulent. La calcification, j'allais dire en énergie, ça coûte de l'ordre de 50. La croissance, puisqu'effectivement ça grandit, c'est de l'ordre de 20. Alors vous allez me dire, tout ça, ça fait plus que 200. Et effectivement, on a bien capture du plancton, donc pour 50 unités. Donc ça vous donne ces rapports entre 50 et 200. Donc grâce aux dinoflagellés, ces zooxanthelles, on a 80% et puis on a 20% qui correspond à la capture simplement, mais ces 20% ne sont pas suffisants pour assurer la survie des coraux. Donc s'il y a stress, et notamment stress d'élévation de température, et là on arrive aux problématiques de changement climatique qu'on subit sur l'ensemble de la planète, pas qu'au niveau des récifs coralliens, eh bien on se retrouve avec ces problèmes effectivement où on va avoir mortalité, on va avoir d'abord blanchissement, puis mortalité des coraux. Donc là, vous voyez une image où vous voyez du plancton et qui est capturé, vous voyez, par les tentacules. Alors ça, c'est vraiment une photo prise en aquarium. Il n'y a pas cette densité de plancton habituellement. En plus, ceux qui connaissent bien reconnaîtront les artémias que nous cultivons. Et c'est pas ce qui est capturé. Mais enfin, ça montre, normalement, ça montre comment ça fonctionne. Et vous avez là les mêmes images que je vous ai déjà montrées, avec toujours la zooxanthelle, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est à disposition du corail. Donc c'est vraiment pour insister sur cette coopération entre ces microalgues et les coraux, qui est quelque chose qui est totalement indispensable à la survie des coraux. Et alors, puisqu'on est dans une conférence Société et Sciences, j'en profite pour dire que en biologie, tout ce qui marche, c'est des associations. Au niveau sociétal, envisageons peut-être d'en tirer quelques conclusions, en élargissant. Bien, alors là, vous dire quelques mots sur la reproduction au niveau des coraux. Le succès donc de ces grandes barrières de corail, d'avoir des grands nombres, est dû en réalité à une reproduction qui n'est pas une reproduction sexuée. C'est-à-dire que vous avez du bourgeonnement, vous avez un polype qui va se diviser, qui va donner 2 polypes. Ces 2 polypes vont se diviser, donner chacun 2 polypes. Bon. Et donc on a un facteur de multiplication comme ça qui est très rapide et très efficace, mais tous les polypes auront le même patrimoine génétique. Donc vous avez du clone. Même patrimoine génétique, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de diversité et que donc s'il y a un incident, eh bien, si j'allais dire, le patrimoine génétique de la colonie permet de résister à l'incident, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça disparaît. Il n'y a pas de diversité. Alors, les coraux ont aussi une possibilité de reproduction sexuée. Donc, on voit là une colonie d'où va y avoir ponte. Alors, il va y avoir donc des ovules
et des spermatozoïdes qui vont être émis. Ça va être brassé par tous les courants marins, ça va se rencontrer ou pas. Si ça se rencontre, il va y avoir fertilisation, on va avoir un œuf qui va se diviser, qui va donner des embryons, et qui va donner une petite larve ciliée, et avec les mouvements des cils, ça va permettre de nager et d'essayer de trouver un emplacement favorable pour se fixer et se développer. Donc on va avoir, dans le meilleur des cas, mais ce meilleur des cas est très rare, je dirais statistiquement, il y a une perte colossale en réalité. Mais enfin bon, il y a quand même quelques planula qui vont trouver des endroits favorables pour se fixer, et puis dès qu'elles seront fixées, on va avoir donc des divisions cellulaires, et puis on va voir apparaître des polypes secondaires. C'est que là, vous avez un polype, au départ, la planula va donner un polype, et puis très rapidement, vous allez avoir des polypes secondaires qui vont apparaître, et puis qui vont se diviser par bourgeonnement et redonner une colonie. Et puis, à un certain moment, il y aura reproduction sexuée. Alors là, par contre, on est dans un système où il va y avoir du brassage génétique, puisqu'on va avoir des ovules qui vont venir de certaines colonies, des spermatozoïdes d'autres colonies, donc des patrimoines génétiques différents. On va avoir un brassage génétique, et là, on a une diversité qui est importante, puisque c'est ce qui permettra éventuellement de résister à des phénomènes où certaines colonies vont disparaître et d'autres pas. Donc, c'est important qu'on ait aussi cette reproduction sexuée. Le bourgeonnement, c'est ce qui permet d'aller vite, et la reproduction sexuée, c'est ce qui permet de garder un patrimoine génétique diversifié. Alors, malheureusement, dans les perturbateurs biologiques, sans que l'incidence de l'homme soit présente, eh bien, on a des maladies. Ça existe. On n'aurait pas imaginé, a priori, il y a des maladies chez les coraux. Et puis alors, il y a un prédateur absolument fantastique, c'est une étoile de mer avec des épines, vous voyez, importantes, en plus ou moins venimeuses. Pour ne rien vous cacher, le nom vernaculaire de ce genre d'animal, c'est le coussin de belle-mère. Donc, je vous laisse réfléchir à cette appellation, mais c'est très très vulnérant. C'est-à-dire que pour les plongeurs qui voudraient éliminer ces étoiles de mer, il faut prendre des sacrées précautions pour ne pas subir soi-même les problèmes. Alors, il y a toujours eu des étoiles de mer, des acantastères, et qui ont ravagé localement des colonies. Mais bon, pour vous donner une indication, une étoile de mer adulte, qui va faire quand même un diamètre de l'ordre de 30 cm, c'est quand même des animaux de bonne taille, va se nourrir sur les polypes et va nettoyer, mais alors nettoyer, ne laisser que le squelette, de l'ordre de 1 mètre carré par jour. Donc vous voyez, une étoile de mer, 1 mètre carré par jour. Or, il y a des pullulations d'acantastères. Alors on s'est beaucoup demandé pourquoi. On a mis en cause à un moment le fait que l'homme a prélevé spécifiquement le seul prédateur connu de cette étoile de mer, c'est le strombe, qui est un gros coquillage. Donc il y a des collectionneurs de coquillages et donc il y avait trop de collecte de strombe et ça a pu avoir une influence. Maintenant, on s'est rendu compte, avec des arguments géologiques un peu anciens, qu'il y a eu des pullulations d'acantastères à des moments où l'homme n'était pas présent. Donc, il n'y a pas que l'homme qui est responsable, il peut y avoir d'autres mécanismes. Mais effectivement, maintenant, on est quasiment sûr qu'un certain nombre de facteurs, notamment la pollution, favorisent le développement de ces acantastères. D'une part, il y a le prélèvement direct pour les collectionneurs, et puis d'autre part, favoriser la dynamique de population de ces acantastères, notamment par la pollution. Donc là, clairement, l'homme intervient quand même négativement. Mais il intervient aussi positivement, puisque là, vous voyez toute une équipe qui a collecté, vous voyez, le tas d'acantastères qui ont été récupérés pour essayer de protéger un petit peu les récifs coralliens. Et alors, on a essayé de mettre au point des techniques, parce que là, bon, les collecter, les sortir, c'est vraiment du boulot. Donc, la question, c'était de savoir comment on pouvait les tuer in situ pour ne pas avoir à les manipuler. Et donc, il semblerait que l'injection d'acide citrique soit efficace. Bien. Et donc, l'IRD est en train de développer ça. Bon,
Alors, les effets du changement climatique. Maintenant, je vous ai dit que quand il y a un stress, et la hausse de température est un stress majeur, eh bien, voilà ce qui se passe. Vous avez donc vos polypes avec les fameuses zooxanthelles, tout va bien. Et puis, si la température est trop élevée, eh bien, les zooxanthelles quittent le corail et vous avez donc mortalité par faim, il n'y a pas suffisamment de nutrition, et donc ce sont des algues qui vont se développer à la surface, et ça vous donne ces paysages quand même beaucoup moins agréables. Et il y a en récif corallien une compétition constante entre les coraux, le développement des coraux, et le développement des algues. Et les algues, en réalité, se développent beaucoup plus vite que les coraux. Donc, s'il n'y avait pas des animaux qui consomment les algues, la partie serait perdue pour les coraux. Donc on a un certain nombre de poissons herbivores, on a un certain nombre d'oursins herbivores qui, finalement, dans la nature, régulent ces populations. Maintenant, si l'homme intervient en capturant sélectivement dans la chaîne alimentaire tel ou tel maillon, on va avoir évidemment des problèmes, et avec les algues qui vont se développer éventuellement au détriment des récifs coralliens. Alors ça, c'était cette indication. Donc vous avez les polypes normaux, augmentation de température, et puis vous avez ce blanchissement. Et donc, comme les tissus du corail sont transparents, cette petite mésoglée, on voit le squelette calcaire blanchâtre par transparent, d'où le blanchissement. Mais alors, malheureusement, il y a d'autres phénomènes à des échelles que là, on a moins l'habitude de voir. C'est lors de la reproduction. Eh bien, si on a une élévation de température, on va avoir des embryons anormaux, et là, il n'y aura pas de recrutement. Donc, on ne va pas avoir de nouvelles colonies qui vont se développer. Donc, on voit que l'effet de l'augmentation de température va avoir plusieurs incidences. Un mot qui est apparu récemment, j'allais dire dans les médias, c'est l'acidification des océans. J'allais dire, on a une même origine de problème, c'est que l'homme brûle des combustibles fossiles, pétrole, gaz, et donc on augmente la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Cette augmentation de gaz carbonique va entraîner ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est-à-dire que vous avez le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre, qui se réfléchit et dont une partie repart, j'allais dire, dans le vide sidéral. Bon. Si vous avez un système qui empêche effectivement donc que ces radiations énergétiques repartent, eh bien, vous avez le couvercle qui est mis, c'est l'effet de serre, et donc vous allez avoir une augmentation de la température. Donc, augmentation du gaz carbonique donne augmentation de température par effet de serre. Mais il y a un autre phénomène qui se fait, c'est que ce gaz carbonique se dissout très très bien dans l'eau, et notamment dans l'eau de mer. Et finalement, pour les climatologues, c'était une excellente nouvelle parce qu'on considère qu'on a de l'ordre de 30% du gaz carbonique qui a été émis par l'homme dans l'atmosphère qui est dissous dans l'océan. Merci l'océan, parce que si on n'avait pas eu cette dissolution, on aurait 30% de gaz à effet de serre en plus, et je peux vous dire que les températures sur Terre ne sont pas celles qu'on a à l'heure actuelle, et la survie de l'homme serait largement impactée. Bon, donc 30% qui se dissout dans l'eau de mer, merci l'océan. Sauf que, et ça c'est des découvertes relativement récentes, parce que c'est les années 90, mais enfin les années 90 c'est quand même pas bien vieux, eh bien on s'est rendu compte qu'en se dissolvant dans l'océan, ce gaz carbonique va se dissocier partiellement en acide carbonique. Là, j'ai employé le mot acide, vous voyez, donc acidification. Donc, on va avoir de l'acide carbonique qui va se former, qui va être neutralisé au fur et à mesure de sa formation, parce que en eau de mer, on a une quantité de carbonate et de bicarbonate très importante. Donc, on va avoir un équilibre qui va se faire comme ça. Mais effectivement, dans un premier temps, on ne va pas voir l'effet de l'acidification. Il y a de l'acide carbonique qui arrive en excès, mais on ne le voit pas parce qu'il est neutralisé par les carbonates et bicarbonates. Mais qui dit neutralisation veut dire qu'il va y avoir moins de carbonate et de bicarbonate, puisque ça a été utilisé pour la neutralisation. Et ces carbonates et bicarbonates sont nécessaires à tout ce qui sécrète un squelette calcaire.
les coraux, évidemment, mais également les mollusques, les crustacés et le plancton. On oublie toujours le plancton parce qu'il est tellement petit qu'on ne l'a pas sous les yeux, mais le plancton, c'est absolument fondamental dans les mécanismes de régulation. Et donc, le fait qu'on ait une moindre calcification parce qu'il y a moins de carbonate et de bicarbonate disponibles dans l'eau de mer, va entraîner des problèmes. Alors, on a des exemples déjà maintenant parce qu'il y a des régions où il y a du volcanisme sous-marin actif avec des émissions de gaz carbonique très importantes. Et donc, là, il y a cette dissolution du gaz carbonique dans l'eau de mer qui fait que localement, on a un pH, là on le voit, qui est abaissé et on voit les conséquences. Alors, on a ça à proximité, hein, en Méditerranée, à côté du Vésuve. Hein. Il y a une station de biologie marine à Naples. Je peux vous dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Et quand vous voyez, je dirais, l'allure des patelles, hein, pour prendre des animaux qu'on a ici, hein, eh bien, je peux vous dire que la coquille d'une patelle dans ce coin-là, c'est transparent. Il y a bien quand même une coquille, mais il n'y a presque pas de carbonate de calcium, donc c'en est transparent. Puis alors friable, enfin, j'allais dire, la patelle, vous l'écrasez hein, entre les doigts, sans aucun problème. Donc là, on voit qu'il y a un déficit donc de calcification. Bon. Ça, c'est bien visible à cet endroit-là. On a d'autres endroits au monde où on a des mécanismes similaires, donc ça permet quand même un peu d'étudier. Et puis alors, on a un cas quand même qui a une incidence commerciale déjà tout à fait évidente, qui n'est pas due curieusement au fait que c'est du gaz carbonique en excès dans l'atmosphère qui entraîne cette acidification, mais c'est une remontée d'eau profonde. Hein, et qui est riche en gaz carbonique dissous, donc avec un pH relativement plus acide que l'eau de mer naturelle, mais on est toujours dans des pH élevés. Hein. L'eau de mer, le pH, il est parfaitement tamponné entre 8,2 et 8,4. Bon, là, ce dont je vous parle, c'est des pH qui sont descendus à 7, 8, 7, 7. Donc on est encore dans des pH basiques, on n'est pas dans l'acidité, mais on est plus acide qu'on ne l'aurait été normalement. Et donc là, c'est sur la côte californienne, et l'industrie ostréicole, elle est morte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de captage de naissains d'huîtres par relative acidification. Ce qui fait que maintenant, bon, ils font venir le naissain d'autre part, et en réalité, bon, bah, leurs huîtres susceptibles de se reproduire, ils les font partir à Hawaï. Ils ont la reproduction là-bas et ils font revenir le naissain déjà bien poussé qui va pouvoir lui résister. Vous imaginez le bilan carbone de l'opération, pour ne pas dire le bilan économique. Bon. Donc on a quand même des exemples qui nous montrent que l'acidification progressive des océans, c'est un problème à venir important. Donc l'origine du problème, c'est le même, hein, c'est l'émission de gaz carbonique en excès parce qu'on brûle du combustible fossile, donc on émet d'autant plus de gaz carbonique, et ce gaz carbonique en excès va avoir plusieurs conséquences. D'une part, l'effet de serre et donc les changements climatiques, et d'autre part, l'acidification des océans. Un sujet dont on ne parle pas encore, mais l'acidification, on n'en parlait pas, bon, ça y est, maintenant on en parle, c'est la désoxygénisation. C'est-à-dire qu'on a des zones à l'heure actuelle où il y a très peu d'oxygène dissous, et pas suffisamment en tout cas pour que des animaux qui ont une vie active, un métabolisme important, bon, des poissons nageurs notamment, et ben, ils n'auront pas suffisamment d'oxygène disponible pour y survivre. Donc on n'aura que des espèces à métabolisme faible qui vont... Alors ça, c'est la bénédiction pour les méduses, qui n'auront plus leurs prédateurs, qui, elles, vont vivre très bien dans ces eaux faiblement oxygénées, mais il n'y aura plus qu'elles. Bon. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la gélification des océans, qui a de multiples causes, mais notamment ce phénomène de désoxygénation qui s'explique là aussi au niveau du changement climatique. Alors il y a plusieurs causes, hein, mais notamment avec l'élévation de température, vous allez avoir la couche superficielle de l'océan qui va être plus chaude. Et les plongeurs nombreux dans la salle savent que on a ce qu'on appelle une thermocline, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir de l'eau chaude en surface, puis à un moment donné, on a une rupture, hein, et on va avoir vraiment une baisse de température d'un seul coup. Bon, bah cette thermocline, elle agit comme un plancher ou un plafond, hein, selon où on se trouve, et du coup, il y a beaucoup moins de mélange
des eaux. Naturellement, il y a un mélange, un brassage des eaux, et là, la thermocline va s'opposer à ce mélange. Donc, ce qui consomme de l'oxygène en dessous de la thermocline va faire que, faute d'apport d'eau correctement oxygénée, puisque les échanges se font à la surface, et donc la couche de surface est bien oxygénée, mais s'il n'y a pas de mélange, eh bien, on va avoir des couches profondes qui ne seront pas suffisamment oxygénées. Bon, ça, c'est encore un des problèmes qui est lié partiellement à cette augmentation donc, du gaz carbonique. Donc, quand effectivement on suggère de réduire les émissions de gaz carbonique, c'est pas que pour demander aux gens de changer leur mode de vie, c'est vraiment parce que il en va de l'avenir de l'humanité. Alors là, je prends le petit exemple, je dirais, des récifs coralliens, mais on pourrait multiplier les exemples dans beaucoup d'autres écosystèmes et se rendre compte qu'on va au-devant de sacrées difficultés. Alors, dans les difficultés, il y a aussi des changements climatiques avec augmentation de la fréquence des cyclones. Il n'est pas du tout évident pour l'instant qu'il y ait augmentation de la force des cyclones. La fréquence, oui. On constate qu'il y a certains cyclones qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on avait auparavant, mais on n'a pas réussi actuellement à faire réellement le lien entre une augmentation d'intensité des cyclones liés au changement climatique. Par contre, la fréquence, oui. Or, bon, je vous disais tout à l'heure que les dégâts, vous le retrouvez ici, ça peut se faire sentir jusqu'à 20 mètres de profondeur. Donc vous voyez un paysage sous-marin comme celui-ci avec les récifs coralliens qui sont bien en place, eh bien tout a été chamboulé. Bon. Alors, quand il y en a un de temps en temps, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça va remanier le paysage sous-marin et donner l'opportunité à des larves de se fixer, alors que si tout, j'allais dire, le biotope est occupé, il n'y a aucun lieu de fixation, donc on va rester dans un système un peu figé. Tandis que là, ça permet un certain dynamisme. Donc, les biologistes disent qu'un bon cyclone tous les 25 ans, du point de vue biologique, c'est pas une mauvaise chose. Bon, pour les populations humaines qu'elles subissent, je dirais pas la même chose. Mais biologiquement, pourquoi pas. Par contre, on sait qu'il faut de l'ordre 10 ans pour qu'un récif se régénère. Donc, un tous les 25 ans, ça passe. Maintenant, quand vous en avez tous les 3 ans, ça risque pas de régénérer. Parce que ce qui est en train de commencer à repousser est rebalayé par le cyclone suivant. Et là, actuellement, malheureusement, la fréquence augmente. Et là, ça fait partie donc des inquiétudes. Alors, à la fois fragilisation, parce qu'on n'a plus, j'allais dire, la croissance des coraux quand il y a eu ces phénomènes de blanchissement et de mortalité. Et là, évidemment, quand il y a un cyclone, ce qui est mort dégage d'autant plus rapidement. Et puis se régénère pas. Donc multiplier tous ces problèmes font qu'on a, je vous ai dit déjà, 20% des coraux, des récifs coralliens qui n'existent plus, et qu'il y en a quand même, vous avez vu, 25% qui sont menacés à très court terme ou à moyen terme, mais le bilan est quand même tout à fait inquiétant. Alors, qu'est-ce que peut faire l'homme ? Je vous ai parlé d'atténuation et d'adaptation. Donc, atténuation, c'est prendre des mesures pour limiter les dégâts, et c'est-à-dire de diminuer les émissions donc, de gaz à effet de serre, et notamment du gaz carbonique. Donc, c'est un peu ce qui maintenant est suggéré à chacun d'entre nous. On vous dit lever le pied. Lever le pied sur la consommation d'énergie dans tous les domaines. Bon. Et puis, à une autre échelle, essayer d'utiliser des systèmes pérennes, durables. Donc, on parle de l'éolien, du solaire. Bon, là encore, il faudrait faire des bilans très très précis pour savoir quel est l'impact du solaire avec l'extraction des terres rares. Enfin bon, c'est pas si simple que ça de dire ok, je passe au solaire et je résous tous les problèmes. Bon, mais enfin, on va dans ce sens. De toutes les manières, les ressources énergétiques fossiles, elles sont limitées. Non. Alors, on a des nouvelles techniques qui font qu'on arrive à forer plus profond. Donc, il y a une trentaine d'années, on disait on va avoir un pic de production et puis après, puis ça va diminuer. Bon, et donc si ça diminue, on sera bien obligé de minorer notre consommation.
Bon, ce pic qui était prévu pour il y a 5-6 ans, on l'a repoussé puisqu'on a des nouvelles techniques d'extraction. Puis je ne vous parlerai pas de gaz de schiste, mais enfin bon, vous voyez, c'est des nouvelles sources énergétiques, donc finalement on arrive à repousser l'échéance, mais il ne faut pas se faire d'illusions, de toutes les manières, c'est de non renouvelable. Donc même si on arrive à repousser l'échéance grâce à des nouvelles techniques, il y a quand même un moment où il n'y en aura plus, ou alors il sera tellement cher à exploiter que seule une frange limitée de population pourra en bénéficier. Alors que, à l'heure actuelle, tout le monde aspire à avoir un niveau de vie équivalent à ce qu'il y a dans les pays occidentaux, et donc une augmentation de consommation donc de ces ressources énergétiques qui est quand même très très inquiétant. Donc là, vraiment, c'est de la recommandation onusienne de dire levez le pied sur la consommation énergétique. Et donc, quels en sont les moyens? Ça, c'est une autre chose. Bon, donc ça serait l'atténuation. Et puis alors, il y a l'adaptation. Et alors, dans l'adaptation, c'est pour l'homme, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux problèmes qui vont arriver? D'abord, c'est de la prévision, pour essayer de savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont en train de travailler et de faire de la modélisation. Bon, l'augmentation de la température de l'océan de 2 degrés à la fin du siècle, c'est quasiment acquis. Il y a même des gens beaucoup plus pessimistes que ça. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Bon, qu'est-ce que ça va donner, et notamment pour les récifs coralliens? Je voudrais vous montrer ces tâches-là, vous voyez, 2050, la Grande Barrière d'Australie, 2100. Bon. Donc en réalité, on va avoir des zones où on pourra avoir une expansion de récifs coralliens parce que la température n'est pas assez élevée à l'heure actuelle pour qu'ils se développent. Bon, et dans le futur, ils pourront éventuellement se développer. Et puis par contre, les zones actuelles où vous allez avoir une régression parce que la température sera trop élevée. Alors malheureusement, ces cartes de prévision, et les prévisions, elles ont toujours une grosse part d'incertitude, bien entendu, eh bien, elles ont été révélées exactes, mais avec au niveau des années, c'est pas 2050, c'est maintenant. La Grande Barrière d'Australie, 1000 km. 1000 km de la Grande Barrière d'Australie, à cet endroit-là, qui sont disparus à 75-80%. Avec du blanchissement et de la non-récupération. Et donc, je vous rappelle quand même ce chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 37 milliards d'euros de valeur économique annuelle. Alors vous me direz, bon, il y a 1000 km qui sont impactés, la Grande Barrière c'est 2300 km, donc, enfin quand même, c'est nécessité de réfléchir et de prendre des mesures avant qu'il soit trop tard. Bon, là encore, des études également sur les cyclones, et donc qu'est-ce que ça va entraîner au niveau du blanchissement corallien. Et un phénomène, c'est que on va avoir de l'érosion, bien entendu. Alors, il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, lié aussi au changement climatique, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Mais au niveau des atolls, vous êtes au niveau de la mer. J'allais dire que l'altitude, d'un récif corallien, c'est de l'ordre du mètre. C'est rien. Donc, si vous avez une augmentation du niveau de la mer, une augmentation des cyclones en plus, eh bien vous allez avoir des récifs coralliens et des îles, des atolls, qui vont être complètement submergés, au moins à certaines périodes. Alors si vous avez une submersion tous les 15-20 ans, vous pouvez imaginer qu'en adaptation, vous construisez sur pilotis, bon, on peut imaginer un certain nombre de choses. Mais si c'est fréquent, eh bien c'est invivable. Bon. Donc à l'heure actuelle, on a un exemple au monde où une nation, et j'emploie le mot nation, c'est pas de dire que les habitants d'une île vont être obligés de quitter l'île parce que c'est foutu et aller autre part. Non, là je parle d'une nation au sens onusien du terme. L'archipel des Tuvalu. L'archipel des Tuvalu est condamné, on le sait. Et puis derrière, ça sera Kiribati, on le sait aussi. Mais l'échéance de temps, d'abord, c'est Tuvalu. Alors, c'est une nation, mais c'est 11 000 habitants. Bien. Mais c'est une nation, au sens onusien. Et puis, un pays, une voix. Bon. Donc, à l'heure actuelle, le gouvernement de Tuvalu cherche un point de chute. Et il y a des pays qui accepteraient d'héberger 200 personnes, 500 personnes, mais ça veut dire de l'intégration dans le pays d'accueil. Or,
la nation tuvaluenne veut rester une nation. Donc ce qu'il voudrait, c'est obtenir un endroit pour que les 11 000 puissent s'installer quelque part. Et ça, alors actuellement, il n'y a aucun État qui est prêt à mettre à disposition du terrain suffisant pour que une nation se développe sur son territoire. Donc là, il y a un problème politique hein, qui est envisagé à l'heure actuelle. Il y a de gros débats là-dessus, d'autant plus que Tuvalu, c'est un exemple. Parce que c'est le premier qui va être rayé de la carte où les gens ne pourront plus habiter. C'est déjà très très difficile hein, d'habiter à l'heure actuelle parce qu'ils sont submergés régulièrement. Il n'y a plus aucune agriculture. La seule agriculture qui existe à l'heure actuelle, c'est dans des ex-drums de pétrole coupés en deux. Hein. Vous savez, les premiers, on en fait système à barbecue, puis après, on en fait quoi? Bon, mais donc, c'est surélevé. Ils ont de la terre arable dans les drums en question, et c'est là qu'ils font pousser un peu de tomates, choses comme ça. Il n'y a plus aucune agriculture au sol, parce que c'est balayé par des vagues de temps... très régulièrement, donc les terrains sont salinisés, donc il n'y a absolument pas plus d'agriculture. Bon, donc c'est des gens qui dépendent de la pêche, hein, et puis d'importation. Comme ils n'ont pas franchement de monnaie d'échange pour les importations, on fait quoi? Alors on est dans le système onusien, donc ils vendent leur voix à l'ONU, bon... Ils sont pour la pêche à la baleine, et ils sont aidés par les Japonais, c'est un hasard, mais bon, mais ça vous montre quand même quels sont les problèmes, hein, et c'est vrai que ces habitants Tuvalu n'ont pas de ressources, sont condamnés à émigrer, n'ont pas de point de chute en tant que nation. Ils auraient des points de chute individuels éventuellement, mais pas en tant que nation. Donc c'est des problèmes qui vont se manifester de plus en plus, hein, on le sait, entre l'élévation du niveau de la mer, où les projections du GIEC pensaient que ça serait de l'ordre de 30 à 80 cm à la fin du siècle, eh ben à l'heure actuelle, sont en train de sacrément réviser ces prédictions à la hausse. Et ce qui est en train de se passer dans l'Antarctique à l'heure actuelle est extrêmement inquiétant. On a une chercheuse hein, qui est coprésidente du groupe 2 du GIEC, dont les parents ont une maison à Trégastel, hein, vraiment dans du local, hein, donc Valérie Masson-Delmotte, qui vraiment, elle, bénéficie de toutes les informations, m'a dit qu'elle est extrêmement inquiète, mais elle est dans les hypothèses, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas affirmer quelque chose qui fait que les gens vont changer de comportement. Là, on savait qu'on aurait une augmentation du niveau de la mer liée à deux phénomènes. C'est d'une part, le réchauffement climatique fait que la température de l'eau augmentant, la densité diminue, donc l'eau occupe un volume plus important. Donc, mécaniquement, occupant un volume plus important, ça fait une augmentation du niveau de la mer. Et puis d'autre part, on a des glaciers qui fondent, notamment au niveau du Groenland, qui contribuent à l'augmentation du niveau de la mer. Et on pensait que c'était moitié-moitié, peu de choses près. Et puis là, bon, on parlait du Groenland, mais absolument pas de l'Antarctique, en se disant l'Antarctique, il y a une telle masse de glace que ça fait un effet tampon et que ça restera froid, ça risque pas grand-chose. Bon, vous avez entendu dans les médias, là, il y a un iceberg qui est en train de se détacher, qui fait plus qu'inquiéter. Hein. On se rend compte qu'il y a des phénomènes qui n'existaient pas, qui existent maintenant, et Valérie Masson-Delmotte me disait qu'il y a une étude allemande qui est très très inquiétante par rapport à l'élévation du niveau de la mer liée à ce qui est en train de se passer en Antarctique, si c'est validé. On peut espérer qu'il y aura un phénomène retour qui bloquera, enfin bon, mais si ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle perdure, on va avoir une augmentation du niveau de la mer beaucoup plus importante et plus rapide que ce qu'on imaginait. Alors avec toutes les conséquences, alors là je parle des récifs coralliens, j'allais dire tous les atolls sont rayés de la carte, hein, ça c'est clair. Donc vous imaginez l'incidence au niveau humain, bien entendu, mais on aura des problèmes analogues de moindre importance, mais analogues sur nos côtes. Hein. Et il y a des élus dans la salle, honnêtement, c'est des motifs de préoccupation extrêmement importants pour savoir qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'érosion du trait de côte et les gens qui habitent à proximité de la côte et là où ça va reculer, disparaître. C'est une vraie problématique. Bon, donc là, ce qu'on essaye de faire quand même, c'est de la prévision, mais on se rend compte que les prévisions, malheureusement,
sont parfois très très dépassés par la réalité. Et entre cette exposition qui n'est pas vieille, hein, la COP21 il y a 2 ans, et puis ce qu'il y a maintenant, ben, je vous ai cité quand même des sacrées modifications et pas dans le bon sens. Hein. Donc, j'ai déjà évoqué l'élévation du niveau de la mer. Alors, vous avez cette notion d'ensachage. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est que l'ensachage. Bon, ce qu'il faut voir au niveau de ces récifs coralliens, c'est que l'eau, la houle, hein, va faire que de l'eau va rentrer dans les atolls, et cet excédent d'eau ressort par des passes, où il y a des courants d'ailleurs assez fantastiques, bon, avec une vie très dynamique, et les plongées dans ces passes sont parfois tout à fait passionnantes, parfois dangereuses. Mais quand vous avez un élément cyclonique, vous avez d'autant plus d'eau qui arrive, et j'allais dire le dimensionnement de la passe ne suffit pas pour l'évacuation. Donc à l'intérieur du lagon, vous allez avoir une augmentation du niveau de l'eau, par ensachage donc. Et pour les populations qui y vivent, quelle que soit la cause, en réalité, ce qu'ils subissent, c'est ça qui est important. Ben, ils sont sous l'eau, quoi. Donc, voilà quand même des problèmes auxquels on est confronté et où on va l'être de plus en plus. Alors, que faire? Ben, c'est l'éducation. Hein. Quand je parlais d'adaptation notamment, eh bien, c'est via l'éducation. Donc, on est en train de développer un certain nombre d'outils, hein, y compris jeux d'essais de famille, jeux de plateau. Bon, ce jeu de plateau, on l'avait fait à l'aquarium de la Porte Dorée. Il mesurait 5 mètres par 4. On a fait jouer des sommités, hein, parce qu'on a eu une inauguration, on avait quand même des ambassadeurs de l'océan, ambassadeurs de la biodiversité. Bon, et tous ces gens-là ont accepté, ont joué. Et alors, le principe du jeu, c'est que finalement, on se rend compte que, bon, pour arriver à gagner, entre guillemets, c'est-à-dire arriver là, eh bien, c'est pas en jouant les uns contre les autres, mais c'est en coopérant. C'est-à-dire que les 4 joueurs ne pourront réussir que si ils coopèrent. Bon. Et je reviens à donc, ce qui est cher à Armor Science, société et sciences, eh bien voilà, ça part des scientifiques qui effectivement essayent de mettre à disposition des outils pédagogiques où on montre que la coopération est absolument nécessaire. Bon, et puis des mesures de gestion, hein, donc de réorganisation. Bon, je vais prendre qu'un seul exemple, hein, c'est ici de voir ce qu'il va falloir. Notamment, c'est un des outils, un des rares outils que l'on ait, c'est la mise en place d'aires marines protégées, sur lesquelles l'homme aura le moins d'impact possible, et en espérant que la nature fera bien les choses, et qu'à partir de ces zones protégées, ça essaimera vers l'extérieur, et donc la notion d'aires marines protégées est quelque chose de très important, mais bien entendu, à partir du moment où ça amène des contraintes, eh bien, il y a un certain nombre de populations qui n'acceptent pas ces contraintes, qui sont pénalisantes pour elles. Donc là, c'est des choix de société qu'il va falloir faire. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention.